Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. La question de la fourniture d'eau potable en permanence à Parakou sera bientôt réglée. Le directeur général de la SONEB vient de lancer l'installation de groupes électrogènes susceptibles de renforcer la distribution d'eau dans cette ville. Attitude inappropriée des usagers de la route à Djogo, les conducteurs de taxi-moto ou des particuliers circulent avec des motos sans rétroviseur. Le phénomène est source d'insécurité routière dans la ville. À l'étranger, catastrophe de Fukushima au Japon, 6 ans après. Les Nippons s'en souviennent. Ils sont des milliers à se recueillir sur le site à la mémoire donc des victimes de ce tsunami. Merci de nous rejoindre. Le directeur général de la SONEB était cette semaine à Parakou. Objectif lancer l'installation des groupes électrogènes pour renforcer, la distribution d'eau dans la ville de Parakou. Après la visite des différentes installations, David Babalola et les autorités municipales ont animé un point de presse qui a été suivi pour nous par Nestor Silla et Alexis Assoba. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin SONEB, autorité municipale et l'élu de la 8e circonscription électorale en mission sur instruction du président de la République. Une visite assortie des impacts positifs pour les populations de Parakou. Le président nous a instruit pour que, avec la Société béninoise d'énergie électrique, que nous puissions avoir des moyens de secours. Et ces moyens, c'est les groupes électrogènes. À partir de ce moment-là, où les 3 groupes seront désormais fonctionnels, on ne peut plus dire qu'on ne peut pas produire l'eau 24 heures sur 24. Les 16 305 abonnés que nous avons, désormais, s'il n'y a pas une panne locale, doivent pouvoir ouvrir leur robinet et en lieu et place de l'air, avoir de l'eau. Deuxième impact, c'est que nous avons pu sécuriser désormais en termes d'énergie électrique, non seulement la production, mais aussi le traitement et la distribution. Ces groupes pourront faire fonctionner les installations de la SONEB. Les peines des populations à s'approvisionner en eau potable seront atténuées de la mise en service de ces différents groupes. Un ouvre de soulagement pour les autorités de la ville. Et nous remercions le président de la République qui a une grande capacité d'écoute. À chaque fois que nous le sollicitons, il essaie de régler nos problèmes. Le DG SONEB de tout faire pour vraiment résoudre ce problème-là d'une manière définitive. De l'eau potable en permanence dans les robinets de la SONEB, c'est tout ce que souhaite Charles Toko, l'autorité municipale, au profit de ses administrés. Et puis le collège général d'enseignement de Révier doit changer de site. En tout cas, plus tard le 31 août 2017, le propriétaire du site réclame son droit. Le site avait été prêté au collège depuis 2005 par un contrat expiré en 2009. Koudou Sablaï et Bruno Routépois sont allés enquêter sur ce sujet et voici le reportage. En tout état de cause, libérer le domaine au plus tard le 31 août 2017. Sommation par voie d'huissier faite aux responsables du CG Révier. Réception de cette sommation, nous étions un peu troublés parce qu'on se demandait qu'allons-nous faire avec près de 3400 élèves que nous avons dans notre établissement ici. Donc nous avons rapidement appelé le CA, le chef d'arrondissement du Révier, pour l'informer. Et nous avons pris le soin d'appeler également notre directeur départemental pour lui donner également l'information. Donc ces deux autorités nous ont instruits à prendre rapidement langue avec le propriétaire, le présumé propriétaire. Donc nous avons essayé de le joindre, mais c'est un refus total. Pourtant, Edouard Kodo, le propriétaire du site, qui refuse la caméra, nous a confié hors micro qu'il a reçu le directeur du CG Révier le 9 février 2017
accompagné de 4 de ses collègues à son domicile. Le directeur, disait-il, était venu lui présenter ses excuses pour avoir abattu certains arbres sur le dit site. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon Édouard Kodo, qui estime que le directeur continue délibérément de violer le protocole d'accord en ses articles 6 et 7, d'où cette sommation de déguerpir. J'ai vu le maire avec tout le dossier, et le maire est en train de faire des démarches pour l'inviter, pour qu'on puisse trouver une issue amiable au problème. De son côté, Édouard Kodo, le propriétaire du site du CG Hevier, dit attendre toujours le feedback de sa correspondance adressée au maire de Calavi depuis le vendredi 7 octobre 2011. Joint au téléphone par l'actuel maire de Calavi, Georges Bada, pour un rendez-vous le 8 mars, Édouard Kodo n'a pu rencontrer le maire malgré son déplacement à la mairie. L'ultimatum du 31 août plane sur le CG Hevier et tous les regards sont tournés vers Édouard Kodo. Il faut que Kodo n'a qu'à avoir la patience. Il est un père, un chef de famille. Et je demanderai au gouvernement de la rupture de nous aider parce que c'est la magistrature suprême. Avec les démarches que le maire a entrepris aujourd'hui, le maire Georges Bada a entrepris aujourd'hui, à son égard, il va comprendre et on va trouver une solution. La solution pour Édouard Kodo, c'est d'abord le respect du protocole d'accord et surtout la rétrocession de ces 2 hectares, fut-il ailleurs. Au cas contraire, les responsables du CG Hevier devront trouver un autre site pour abriter les 3500 élèves d'ici le 31 août 2017. Prenons maintenant la direction de Djougou. Il est question aujourd'hui de la sécurité routière avec un comportement en vogue dans cette localité. Il s'agit de la mise en circulation des motos toutes neuves mais sans rétroviseur. Alors que ce soit au niveau des conducteurs de taxi-moto ou des particuliers, le phénomène prend de l'ampleur avec ses conséquences sur les usagers de la route. Abdelaïf Idrissou et Ousmane Baparapé ont mené une petite enquête sur le sujet. À Djougou, la 3e ville du Bénin en termes de démographie, l'importance des engins n'est plus à démontrer dans le quotidien des usagers. Mais dans le rang des plus jeunes, peu de conducteurs de moto accordent une place au rétroviseur. Le rétroviseur, c'est un miroir installé et fixé à l'intérieur et à l'extérieur d'un véhicule à 4 roues, sur le guidon d'un véhicule à 2 roues ou 3 roues. C'est un organe de sécurité très important. Méconnaissance ou effet de mode. Nous, si on y a le rétroviseur là, ça nous gêne, on détache pour déposer à la maison seulement. C'est les jeunes qui veulent enlever les rétroviseurs pour rouler, mais ce n'est pas bon. Bon, ma moto n'est pas de rétroviseur, c'est la fois passée, l'avant-hier que j'ai fait l'accident et c'est cassé. On le constate avec regret parce que celui qui a fabriqué la moto a mis ça là, ce n'est pas pour le plaisir. Ce que vous avez vu là, c'est effectivement comme ça. Et ça ne plaît pas d'avoir l'engin sans rétroviseur. Pour les spécialistes en sécurité routière, le rétroviseur est un équipement indispensable. Le rétroviseur permet au conducteur de surveiller tout véhicule ou tous les véhicules qui le suivent et d'éviter ces véhicules-là en cas de toute manœuvre à risque. Et pourtant, l'absence de rétroviseur constitue une infraction. Le défaut de rétroviseur est puni d'une amende de 5 000 à verser au trésor public. Le fourrière pour les unités de police. Donc, nous souhaitons que ce soit la SAGE, toutes les couches sociales de Djougou, en prennent acte, nous aider. D'abord, les conducteurs de taxi-moto, les usagers de toutes catégories, que tout le monde sache que le rétroviseur, c'est très important. Si les rétroviseurs sont sur les engins, c'est bon pour nous, les émigrants. Et c'est bon pour les civils encore. Le conseil communal, en synergie d'action avec les forces de l'ordre, promet le retour aux bonnes pratiques grâce à la sensibilisation. Les activités marquant le cinquantenaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin se sont poursuivies.
Hier, les membres de l'organisation étaient dans la commune de Kouamassé pour un camp médical gratuit. La cérémonie de lancement s'est déroulée au centre des jeunes et loisirs de la localité. Alexis Kunon, Jean-Claude James. Au centre des jeunes et loisirs de Kouamassé, l'équipe médicale de la Jamaat islamique Ahmadiyya est en pleine consultation. Il s'agit des nombreux camps médicaux gratuits organisés pour marquer le cinquantenaire de l'organisation. C'est plein de joie que nous sommes réunis ici après avoir parcouru tout le Bénin, les 14 communes qui étaient retenues pour manifester notre gratitude aux populations béninoises à l'occasion de notre cinquantenaire de l'existence de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin. Mais nous sommes déterminés à continuer à accompagner le développement de notre chère patrie, le Bénin. Chirurgiens, cardiologues, pédiatres et généralistes mettent leur expertise au service de la communauté sans contrepartie financière. Cet élan de solidarité est salué. Cette action de la Jamaat Ahmadiyya est salutaire dans la mesure où la lutte contre la maladie est un pilier essentiel du plan de développement sanitaire de notre pays. Le conseil communal, les populations et moi-même, nous vous disons infiniment merci. Je dis merci à toute l'équipe venue d'Allemagne. Par ailleurs, l'appui de l'organisation a été sollicité par le vice-président de l'Assemblée nationale au profit du centre de santé de la commune où de véritables problèmes ont été constatés au cours d'une visite inopinée. Le bureau exécutif de l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin était au cabinet du président du Conseil économique et social en début de week-end. Conduite par Rafiatou Karimou, la délégation est allée échanger avec le président Augustin Tawegbian sur les objectifs de la dite association. Suivez ici un extrait des propos de la présidente de l'association au micro de Rebecca Kandiaoundé et de Dean Bouraïman. Mais nous sommes sidérés. On a vu un président disponible à accompagner notre association parce que, comme son nom l'indique, l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin, ça regroupe tous ceux qui ont eu à siéger dans un hémicycle dans notre pays depuis les indépendances jusqu'à ce jour. À un moment donné, les populations de notre pays nous ont fait confiance en nous envoyant à l'Assemblée. Nous avons eu à légiférer et beaucoup de ces lois régissent encore la vie de notre pays. Il n'y a pas longtemps, nous avons entrepris une tournée. On est allé dans les 12 départements du pays à la rencontre de nos collègues qui y vivent et à la rencontre également des autorités politico-administratives pour leur dire ce que nous pouvons faire encore. Nous pensons que nous pouvons être encore très utiles pour nos populations. La vulgarisation d'un certain nombre de lois. Je prends l'exemple de la loi sur la décentralisation. Ensemble avec eux, sur toute l'étendue du territoire, on va organiser des séminaires, des assemblées pour échanger avec eux sur ces lois, expliquer avec, à nos côtés également, des praticiens du droit, ceux qui connaissent tous les aspects, ils seront avec nous. On se bat également pour qu'il y ait un statut de l'ancien parlementaire dans notre pays. Dans la plupart des pays, de nos pays, les anciens parlementaires ont un statut. Ici également, il en faudrait. Nous pensons que les objectifs de notre audience de ce jour ont été atteints. Et puis, la commune de Kalalé a abrité la cérémonie officielle marquant dans le département du Borgo la journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars. Le thème de l'année, autonomisation socio-économique, un parallèle développement du Bénin, a mobilisé aussi les attentions. Boniface Biarou et Simon Vignon pour le reportage. Les activités de cette célébration posent d'abord le diagnostic sur la situation de la femme en général au plan de son autonomisation. Seuls 50% des femmes en âge de travailler font partie de la main-d'œuvre mondiale, contre 76% pour les hommes. En outre, une très grande majorité de femmes travaillent dans l'économie informelle et exercent des activités peu rémunérées et peu qualifiées, ne bénéficiant que d'une très faible, voire d'aucune protection sociale. En considérant aujourd'hui les difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées,
l'autonomisation effective de celle-ci est loin d'être une réalité. Le constat n'est pas reluisant et pourtant, les femmes jouent un rôle capital dans l'équilibre socio-économique des communautés. Les femmes sont les agents économiques très dynamiques. Elles effectuent la majorité des activités agricoles domestiques et du bien-être familial. Elles jouent un rôle absolument indispensable au sein de leur communauté et de leurs nations respectives. Pour une société bien équilibrée et développée, il faut une véritable autonomisation des femmes. Ce changement doit d'abord s'opérer au sein même des ménages et dès le plus jeune âge à l'école pour qu'en aucun moment dans l'environnement de l'enfant, il ou elle n'entende que les filles sont inférieures. Et comme pour joindre l'acte à la parole, 9 femmes, les meilleures de la commune au plan de la scolarisation et de l'alphabétisation, ont été primées. Lutte contre le mariage forcé et précoce des filles, c'est bien le thème choisi par la commune de Tofo pour marquer le 8 mars. La commune de Tofo a également donc célébré cette journée internationale consacrée à la femme. Un reportage signé Ghislain Poguet. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Urbaine Degbe-Houlé donne ainsi le ton à cette journée consacrée à la femme. La mairie de Tofo a célébré à sa manière la femme. Remise de cadeaux aux plus méritantes des écoles de cette commune, l'un des temps forts de la célébration. Ce jour, mercredi 8 mars 2017, est l'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par nous les femmes qui avons joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de notre pays et de notre communauté. C'est l'occasion pour nous de remercier les uns et les autres pour les efforts fournis afin de libérer et de rendre la femme épanouie. Selon le préfet de l'Atlantique, l'atteinte de ces objectifs ne peut être possible sans la scolarisation des filles au même titre que les garçons. Si nous voulons effectivement d'une planète 50-50 d'ici à 2030, pour les femmes, surtout dans le monde du travail, il y a des pas à franchir. Faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent sur un pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire, gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile. Le travail des femmes est souvent invisible, non seulement dans leur rôle reproductif, mais également dans leur rôle productif ou communautaire. La femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Le maire invite la population à plus de respect pour toutes les femmes de cette commune. Les femmes journalistes africaines ont mis un terme à leurs activités à Marrakech, au Maroc. Elles ont apporté une charte à adresser aux autorités des pays du continent, suivant la cérémonie de clôture des travaux avec Rosemonde Tchakpé et Jérôme Moua. De plein pied dans les activités, les panafricaines ont échangé leurs idées dans une dizaine d'ateliers. Entre autres thématiques débattues figurent la place des femmes dans les médias africains, femmes dirigeantes dans les médias africains, les préoccupations majeures des femmes journalistes en Afrique, les femmes dans un monde du travail en évolution, les médias en mouvement au Maroc, les femmes à la tête des supports médiatiques peuvent-elles apporter le changement? Quel regard de la femme journaliste africaine dans les médias internationaux? À la cérémonie de clôture, le président du Conseil national des droits de l'homme marocain a apporté son soutien à l'initiative. Dans mon pays, le Conseil des droits de l'homme que j'ai l'honneur de présider a publié pas moins de 7 rapports sur la question de l'égalité en 4 ans. Notre dernier rapport, publié en octobre 2015, comportait 32 149 mots. Vos parcours et ceux de tant de femmes sur notre continent démontrent que ce futur est possible. Et je ne peux me résigner à l'idée qu'il faut que nous attendions des siècles. Bien sûr que nous savons que le chemin va être abrupt, semé d'embûches, et qu'il va être lent et tortueux. Selon les responsables à l'organisation des panafricaines, il ne s'agit guère d'un combat féministe. Ce n'est pas un combat de femmes du tout. Les panafricaines, ce sont des journalistes à part entière qui défendent leur métier de journaliste
pas leur place de femme. Dans les prochains jours, un site va être créé des panafricaines où les recommandations seront affichées, où nous allons débattre, nous allons créer d'ailleurs un véritable bureau des panafricaines et on va commencer à travailler chacune dans son pays et partager absolument tout ce que vous faites. Par ailleurs, les panafricaines entendent adresser à tous les chefs d'État du continent la charte issue de leur premier forum tenu ici à Marrakech au Maroc. Elles ambitionnent d'obtenir un passeport de libre circulation dans tous les pays du continent pour le plein exercice de leur mission. Le 7 mars dernier, Radio Bénin a célébré ses 64 ans et les 2 ans de Radio Bénin à la FIA. L'événement a été délocalisé dans la ville d'Alada. Retour sur l'ambiance de cette célébration avec Précieuse Aquaron. Le 6-9 de Charlandy, délocalisé à Alada. Radio Bénin fête ses 64 ans et Radio Alafia, elle, souffle ses 2 bougies. La maison des jeunes d'Alada est transformée en studio pour la circonstance. Les auditeurs de la radiodiffusion nationale, on est ravis une fois de plus. Plusieurs émissions vécues en direct telles que le jeu radiophonique Le Pactole, des débats d'échange autour des axes prioritaires de développement de la commune, ce qui fait la joie des populations. Je suis très content de voir les nouvelles de l'autre devant moi, parce que tous les jours j'entends leur voix, mais je n'ai pas eu l'occasion de les connaître. Je me suis déplacée spécialement pour une Charles et la Et ça fait effectivement que vraiment ce que j'entendais était une réalité. Le maire d'Alada se réjouit du choix porté sur sa commune. Anniversaire 64 ans et Alada Radouri. Bienvenue à Alada, à l'OETB, qui a choisi ma commune pour célébrer ses 64 ans d'anniversaire. Je vous remercie une fois encore de m'avoir, maire d'Alada, m'avoir si honoré. Vous nous avez honoré, que Dieu vous honore aussi. Un concert gratuit a été offert par l'OETB pour clôturer en beauté ces festivités. À l'étranger, maintenant, le président nigérian Muhammadu Buhari est de retour au Nigeria après près de 2 mois de repos médical en Grande-Bretagne. Le général a été soigné pour ce qui avait été présenté comme une infection persistante de l'oreille interne. Reportage. Il est enfin de retour au pays. Le président Muhammadu Buhari est revenu au Nigeria ce vendredi après près de 2 mois de repos médical en Grande-Bretagne. L'avion transportant le dirigeant de 74 ans a atterri très tôt ce matin à la base aérienne de Kaduna au nord du Nigeria. Si très peu d'informations filtrent sur les conditions physiques actuelles de Buhari, l'on sait néanmoins qu'il avait quitté le pays le 19 janvier pour ce qui était officiellement décrit comme ses congés annuels. Son porte-parole avait indiqué mi-février que son séjour avait été prolongé pour une durée indéterminée sur recommandation des médecins. Ce retour de Buhari, qui a ensuite rejoint la capitale fédérale Abuja en hélicoptère, marquera peut-être la fin des spéculations sur son état de santé. Le sujet étant devenu l'objet d'interminables débats au sein de la classe politique et de la société civile au Nigeria. Et puis 11 mars 2011, 11 mars 2017, cela fait 6 ans que le Japon a été frappé par le tsunami et la catastrophe de Fukushima. Le Japon se recueille à la mémoire des milliers de victimes. Comme chaque année, tout au long de la journée, des milliers de personnes étaient attendues sur plus de 500 km de côte des régions sinistrées du nord-est de l'archipel. Reportage. Le Japon s'est figé ce 11 mars pendant 1 minute pour rendre hommage aux victimes du tsunami et de la catastrophe nucléaire qui a suivi à Fukushima. 6 ans plus tard, une cérémonie s'est donc tenue à Tokyo en présence du prince Akishino et du Premier ministre Shinzo Abe. Dans tout le pays, des milliers de personnes ont afflué sur les 500 km de côte des régions sinistrées, jetant parfois des fleurs dans l'océan pour apaiser les âmes des défunts. En gardant à l'esprit les leçons précieuses que nous avons tirées en perdant tant de victimes, nous réviserons sans relâche notre préparation aux catastrophes avec sagesse, a déclaré le Premier ministre.
L'accident de la centrale nucléaire de Fukushima laisse encore derrière elle 123 000 déplacés chassés par les radiations. Nombre d'entre eux reprochent au gouvernement de vouloir hâter le retour des habitants dans les régions contaminées. L'objectif des autorités serait de montrer que le pays est prêt à accueillir en toute sécurité les JO de 2020. Le tsunami lui-même, provoqué par un séisme de magnitude 9, avait renversé des voitures, des navires et des trains et balayé des villes entières. Plus de 18 000 personnes sont mortes ou ont disparu dans la catastrophe du 11 mars 2011. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. À 23h, à Wachiri pour le JT Soir. Merci et à demain.